Alors, pour redonner des éléments de contexte, 2 ans se sont écoulés depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Et ce lundi 26 février, Emmanuel Macron a convoqué une réunion à l'Élysée en présence de 25 chefs d'État et de gouvernement essentiellement européens. Et à l'issue de cette conférence, le président français a réaffirmé l'engagement de Paris en faveur de l'Ukraine, expliquant que la défaite de la Russie était indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe. Il a ensuite affirmé qu'il n'y avait pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, avant d'ajouter qu'en dynamique, rien ne doit être exclu. On fera tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors pour commencer, Aurélien, qu'est-ce que signifie cette phrase « en dynamique, rien ne doit être exclu » ? C'est effectivement le cœur du problème, parce que la formule « en dynamique », la réalité c'est que ça signifie « dans le cadre d'une escalade », alors on prendrait toute notre part à l'escalade. Donc le problème, c'est que la logique de l'escalade, c'est que par définition, on ne sait pas où elle s'arrête. Et que quand on a affaire à 2 puissances nucléaires, le cas de l'escalade, si elle ne s'arrête pas, c'est la confrontation nucléaire. Donc quand on interroge les macronistes, les ministres macronistes en particulier, ce soir on avait par exemple le ministre des Armées qui était auditionné à l'Assemblée nationale, quand on les met face à ces mots précisément, ils enrobent le tout, ils nous expliquent vaguement qu'on n'a pas bien compris. Mais en fait, on a bien compris. Donc, personne ne veut dédire le président de la République, mais la réalité, c'est que, pris au mot, ce qu'il a dit est très grave. Donc, peut-être que son expression n'est pas maîtrisée, mais dans ces cas-là, il faut assumer et dire « on m'a mal compris », ou alors, il faut absolument qu'on l'arrête, quoi, parce que là, on est dans une logique d'escalade. Et on voit bien en plus que c'est de nature à nous isoler. Là, ce sont les Tchèques, les Allemands. La presse allemande a sorti plein d'articles pour dire, encore une fois, il a parlé avant de réfléchir. Et ce n'est pas la première fois qu'il parle avant de réfléchir sur ces sujets-là. Donc bien souvent, c'est assez frappant d'ailleurs quand on regarde Emmanuel Macron, il y a son discours, il y a la partie écrite, et il commence à se sentir pousser des ailes, il sort de son texte et il va dire une folie. Alors, il a aussi évoqué une ambiguïté stratégique qu'il assume, je mets des guillemets parce que je cite Emmanuel Macron. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire et surtout, qu'est-ce que cette inconséquence implique ? Alors, effectivement, c'est très inconséquent. L'idée d'ambiguïté stratégique, c'est un concept qui est plutôt utilisé au sujet de la dissuasion nucléaire. L'ambiguïté stratégique, c'est une façon de dire, dans la dissuasion nucléaire, on promet à celui qui pourrait nous agresser le fait qu'en réalité, même s'il nous agresse, il sera anéanti. Et donc, il y a une forme d'ambiguïté dans la mesure où on ne sait pas où est le niveau de la riposte nucléaire. Donc c'est ça l'idée d'ambiguïté stratégique. Donc quand il parle d'ambiguïté stratégique, déjà il nous emmène sur le terrain de ce qu'on appelle un peu pompeusement la grammaire nucléaire. Donc quand il dit on veut créer une ambiguïté stratégique, c'est qu'il place déjà la discussion au niveau du nucléaire. Donc c'est pas nous qui arrivons à dire il nous promet la guerre nucléaire, c'est pas nous qui inventons, c'est lui. Et alors quand il dit on veut créer de l'ambiguïté stratégique, ça veut dire on veut créer une forme d'incertitude chez les Russes. Mais les Russes, ils n'ont pas besoin de propos comme ça qui sont en réalité lancé un peu à l'aveuglette et à la légère, parce que les services de renseignement russes, ils font leur travail, ils savent quel est l'état, par exemple, des armées françaises, ils savent combien on a d'hommes, c'est public, ces données-là, il n'y a pas besoin d'être un espion. Donc, ils savent que d'une certaine façon, c'est bomber le torse, mais pour rien. Donc après, ils jouent sur du velours, ils peuvent tranquillement dire mais en fait, quand Macron parle, ça n'a pas de portée. Quand le président de la République d'un pays dit quelque chose, ça devrait avoir une portée. Donc je pense que c'est encore plus dangereux d'une certaine façon parce que ça démonétise, ça décrédibilise, ça discrédite, moi je préfère discréditer, ça discrédite la parole de la France. Donc ça, vraiment, ça n'a pas de sens, l'ambiguïté stratégique. C'est une notion un peu précise qu'il faut, et il ne faut pas en parler à tort et à travers. Alors tu l'as évoqué tout à l'heure, mais dès aujourd'hui, il y a de nombreux pays européens qui se sont désolidarisés de cette annonce et qui se sont prononcés contre cette possibilité. Donc l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, même l'OTAN ont tour à tour dit que ce n'était pas d'actualité, qu'ils ne sont pas disposés à envoyer des troupes en Ukraine. Je vais citer aussi le chancelier allemand Olaf Scholz qui a déclaré qu'il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Et est-ce que Macron, en une phrase, donc tu l'as dit, a discrédité la France, encore une fois, et est-ce qu'il l'a isolée diplomatiquement ? Alors, manifestement, oui. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est que les ministres eux-mêmes qui ont été interpellés cet après-midi, c'est Bastien Lachaud qui, aux questions au gouvernement, a interpellé Gabriel Attal. C'est Stéphane Séjourné qui a répondu globalement en bafouillant. Et quand Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet, et ensuite, cet après-midi encore, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, d'abord, ils n'ont pas dit tout à fait la même chose les uns et les autres, mais globalement, ce qu'ils ont dit, c'est soit vous n'avez pas compris,
Ce qui signifie que si en réalité on n'a pas compris, ça veut dire que dans le fond, ils nous donnent raison. Soit ils disent, dans le cas de Le Cornu c'était intéressant, ils disaient en fait c'était pas de ça dont ils parlaient, ils faisaient allusion à une proposition de la Pologne d'envoyer éventuellement des conseillers pour déminer le terrain, etc. En gros c'est pas très agressif. Mais c'est pas du tout ce que répond Olaf Scholz. Olaf Scholz, il avait des services, l'Allemagne était représentée à la conférence. Donc personne en Europe ou dans le monde ne dit halte au feu, c'est pas ce qui a été dit, il faisait allusion à quelque chose qu'on s'était dit auparavant dans la conférence. Donc tout ça, c'est du flanc. On voit qu'ils sont vraiment dans le rétropédalage, ils ne savent pas comment s'en tirer, et ils essayent de noyer le poisson. Mais de fait, on se retrouve dans une situation où on a un président de la République qui, quand il parle, en fait, les autres chancelleries, ils se demandent qu'est-ce qui va encore nous sortir comme folie, parce qu'il va falloir qu'on se repositionne à chaque fois. Donc ça pose un vrai problème. Alors, il y a un mois, Macron était aussi en déplacement en Suède, où il a affirmé que la France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion nucléaire à la disposition de l'Europe. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi cette déclaration s'inscrit dans l'escalade guerrière voulue par Macron? Alors, encore une fois, moi j'ai interpellé Le Cornu ce soir sur le sujet, en disant peut-être qu'il a la langue qui a fourché. On veut bien essayer de... Enfin, c'est un sujet grave, dont on ne veut pas se lancer dans l'idée qu'on a un président de la République qui dit n'importe quoi sur la dissuasion nucléaire. Mais en l'occurrence, il est à l'étranger, il fait un discours en anglais, peut-être qu'il ne maîtrise pas toutes les subtilités de l'anglais après tout, mais il aurait mieux fait de tenir sa langue. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit une phrase qui est relativement incompréhensible, il dit « il y a une dimension européenne aux intérêts vitaux ». Vous savez, la dissuasion nucléaire dit « si les intérêts vitaux de la France sont touchés, alors on ripostera d'une manière telle qu'en gros on anéantira celui qui nous a agressés ». Cette notion d'intérêts vitaux, elle n'est pas définie précisément pour créer cette ambiguïté stratégique, pour qu'on ne puisse pas savoir si envahir un territoire, ça relève de l'intérêt vital ou pas. Sinon, les autres pourraient se dire, là, je peux mettre 500 000 hommes de troupes, mais pas là, ou des choses comme ça. Donc la notion d'intérêt vital, elle est floue, et c'est la garantie de la crédibilité de la dissuasion. Alors, déjà, il y a quelques années, en 2020, Macron avait décidé d'avoir une formule pour préciser un peu davantage ce qu'étaient les intérêts vitaux. Nous, on avait dit que ce n'était pas une très bonne idée. Parce que quand vous commencez à dire ce que c'est, en l'occurrence, il avait dit qu'il y a une dimension européenne aux intérêts vitaux. Allez savoir ce que ça veut dire. Mais on peut se poser des questions. Si on limite au périmètre de l'Europe, on peut se dire, finalement, s'il se passe des trucs hyper graves de l'autre côté de la Méditerranée, on peut dire, de toute façon, ça ne nous regardera jamais. Donc, c'est pas une très bonne méthode. C'est pas gravissime, mais c'est pas du tout une bonne méthode et il aurait mieux fait de rester discret, à mon avis. Mais là, il va encore plus loin. Il va encore plus loin en disant, il répond à un officier suédois et lui dit « Effectivement, le fait qu'on dispose de l'arme atomique, ça nous donne une certaine responsabilité à l'égard des Européens. Sous-entendu, on pourrait dire qu'on est prêt à utiliser l'arme atomique si nos amis européens se font agresser. » Mais ça n'est pas possible du tout. Oui. Ça n'existe pas du tout. En fait, c'est un sous-entendu sur la notion de parapluie nucléaire. Mais nous, en tant que Français, on n'a jamais cru à l'idée de parapluie nucléaire. Les Américains proposent un parapluie nucléaire au sein de l'OTAN aux membres de l'Union européenne, enfin aux Européens qui sont membres de l'OTAN. Mais nous, on ne s'est jamais dit « Ah oui, on va pouvoir se mettre à l'abri du parapluie nucléaire américain ». C'est une notion à laquelle on ne croit pas depuis De Gaulle, en réalité. Et là, il sous-entend que contrairement à tout ce qu'on a toujours pensé, nous, en tant que Français, à savoir que l'idée qu'un jour, un État pourrait souverainement décider de rentrer dans un conflit nucléaire au service de quelqu'un d'autre, eh bien, il dit peut-être qu'après tout, ça pourrait exister. Il le laisse entendre. Et évidemment, c'est une rupture, parce que qui décide ? En fait, l'idée d'intérêts vitaux, c'est qu'au bout du compte, le seul qui décide de ça, c'est le président. Et dans notre modèle de la Ve République, il peut le faire parce qu'il a la légitimité maximale, parce que c'est le peuple, le suffrage universel direct qui lui donne une légitimité particulière. Vous imaginez que demain, le président de la République va se gratter la tête en se disant si on rentre quelque part dans un pays européen, s'il y a un pays européen qui se fait agresser d'une façon ou d'une autre, on a la responsabilité de réagir et peut-être au niveau nucléaire. Mais qui croit que c'est possible ? Donc c'est une façon d'affaiblir encore une fois et de discréditer la parole du président de la République au sujet de la dissuasion nucléaire. Et comme le disent régulièrement les experts, la dissuasion nucléaire, elle est crédible, elle est sérieuse. D'abord quand on sait que techniquement ça marche. Bon, ça de ce côté-là, on sait que pour l'instant ça marche.
mais aussi quand on sait que l'autorité politique est ferme sur ses appuis, elle a les idées claires, et que par ailleurs, elle est sûre que le moment venu, elle faiblirait pas. Là, en créant ce brouillage, elle nous met en danger. Et pourquoi il fait ça ? Il fait ça, alors probablement parce que en ce moment, il essaye de garder une forme de leadership en Europe, parce que évidemment, il y a la crainte de voir l'OTAN, Trump gagner aux États-Unis, et on se dit peut-être que dans ces cas-là, les Américains seraient moins investis en Europe. Et donc, voilà, d'une certaine façon, il essaye d'en faire une monnaie d'échange, mais ça ne tient pas. Et en plus, il y a quelque chose d'important à avoir à l'esprit, c'est que ce serait illégal. Si on se mettait à utiliser le même genre de procédé que les États-Unis au sein de l'OTAN, les États-Unis ont déposé quelques armes nucléaires un peu partout en Europe, je ne rentre pas trop dans le détail, mais et si on utilisait ce genre de méthode, si on disait, bon, les Américains sont partis, on fait la même chose, on serait hors des clous, puisqu'il y a un traité qui s'appelle le traité de non-prolifération, qui fait que normalement, on n'a pas droit de faire accéder des États qui n'ont pas eux-mêmes une arme nucléaire à la conservation, ne serait-ce qu'à faire de la maintenance, du stockage d'armes nucléaires. Donc ce serait vraiment illégal en plus. Alors est-ce qu'on peut mettre en lien cette escalade guerrière aussi avec le vocabulaire militaire utilisé sciemment par Macron, réarmement civique, réarmement démographique ? Est-ce qu'il s'agit d'un élément de communication militariste ou est-ce que ça rentre dans sa stratégie de s'imposer comme une sorte de chef autoritaire martial qui aurait la main sur tout ? Moi je crois qu'effectivement on est dans ce cadre-là parce que on l'a vu, la question du réarmement, on en a parlé sur la question du réarmement démographique. On a bien compris qu'il y avait un truc bizarre de se dire que les enfants qui étaient là, ils étaient là pour faire la guerre, quoi. Quelque chose qui nous fait régresser à peu près 100 ans en arrière. Moi, il me semble que cette rhétorique du réarmement, elle a un double effet. Elle a un effet de dire, d'une certaine façon, la guerre est inéluctable, donc préparer la population, et on voit à quel point c'est malsain, parce qu'évidemment, quand on est dans un contexte de mobilisation, de guerre, il nous a fait le coup avec la guerre contre le Covid. Oui. Il y a un côté, personne ne peut plus exprimer de désaccord, oui, c'est l'État central. Donc à partir de là, la démocratie est suspendue, on n'y est pas strictement, mais ça prépare doucement les esprits. Et puis il y a un autre élément, c'est que quand on parle de réarmement, quand on parle de guerre à venir, non seulement c'est inéluctable, mais paradoxalement c'est aussi indéfini, ça n'arrête pas. Donc quoi qu'il arrive, on est toujours déjà dans la guerre. Donc toujours déjà avec des libertés comprimées, etc. Donc je trouve que cette rhétorique-là, elle est très dangereuse. Ils ne l'utilisent pas ils savent très bien pourquoi ils le font. Ça n'a pas été fait au hasard, c'est une stratégie délibérée et elle a des effets graves. Donc il faut être très vigilant et ne pas hésiter effectivement à se mobiliser, notamment sur la question du SNU. Là en ce moment, il y a une consultation sur Internet qui a été faite par l'Assemblée nationale. C'est ma camarade et collègue Martine Etienne qui, dans une mission d'information, sur le sujet de la défense en général et de la société, avec un autre collègue député, qui ont proposé un sondage, un sondage, une forme de consultation. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale, vous allez faire sauter les serveurs peut-être, mais parce qu'ils ne sont pas hyper robustes, mais vous avez la possibilité d'aller dire, non, le SNU, en fait, on n'en veut pas. Cette façon de mélanger un peu tout, la colonie de vacances, la défense, la mixité sociale, etc., et que tout ça coûte hyper cher et ne produira aucun des effets escomptés, si ce n'est éventuellement l'embrigadement, on n'en veut pas. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Assemblée nationale, ça sera très utile. Alors, suite à la demande du groupe parlementaire insoumis, un débat suivi d'un vote sera organisé à l'Assemblée. Enfin, le Parlement est saisi sur cette question. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors en fait, le débat 50-1, ça va être un débat avec un vote, effectivement, sur le sujet global de l'attitude de la France à l'égard de l'Ukraine. En fait, il se trouve qu'il y a 10 jours, il y a eu un accord qui a été signé entre la France et l'Ukraine, donc en l'occurrence c'était Macron et Zelensky. Alors maintenant ils précisent, ils nous disent « Ah non, ce n'est pas un traité ». Ce n'est pas un traité, en gros, c'est de la communication politique. Si c'était un traité, ça voudrait dire que l'Assemblée nationale est obligée de le ratifier. Donc c'était plutôt de l'ordre de la communication pour essayer de mettre en scène le rapprochement, ou en tout cas le soutien. Et voilà. En revanche, je crois qu'il y aura une discussion, un débat sur le sujet, on pourra évoquer nos positions, mais dans les faits, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, il y a un point qui me paraît extrêmement important, c'est la question de l'adhésion à l'OTAN et à l'UE. Parce que ce qui est contenu aussi dans cet accord-là, c'est de dire, la perspective de l'adhésion à l'OTAN nous paraît une très bonne chose. Non, ce n'est pas notre cas. On ne pense pas que l'adhésion à l'OTAN soit de nature, en gros, à ouvrir des négociations et à peut-être faire déboucher sur la paix. On n'y est pas encore, mais il
il faut quand même réfléchir à ce genre de choses. Et puis, surtout, j'ai envie de dire, sur la question de l'adhésion à l'UE, la perspective est extrêmement lointaine. Personne ne peut dire que ça n'arrivera jamais avant, mais dans 100 ans, quoi. Parce qu'on a affaire à un pays qui est déjà la première armée d'Europe, de fait. On a un marché, on a un niveau de rémunération qui déséquilibrerait la totalité de l'Union européenne. Et je ne parle pas de l'agriculture, dont tout le monde comprend que, évidemment, si on se retrouvait avec des produits agricoles ukrainiens sur le marché européen, je ne vous parle pas de la tête de l'agriculture française. Donc ce n'est pas des perspectives sérieuses. Quant aux normes démocratiques, aux standards, etc., bien sûr, on n'est pas tout à fait au niveau de corruption et de violence de la Russie, mais la guerre n'a pas fait disparaître tous les problèmes qui existaient auparavant, de corruption, etc. Donc on n'a pas un pays qui est au standard. Et affirmer comme ça, benoîtement, que parce que les Ukrainiens sont victimes d'une agression, ce qui est vrai, ils ont leur place dans l'Union européenne, c'est aller un peu vite en besogne. On a dans les commentaires, parce que ça y est, on essaye de se rendre web compatible, donc on a notre écran derrière où on fait défiler les commentaires et on voit beaucoup de réflexions, de réactions sur la 6e République. Est-ce que ce serait une solution, une sortie de crise démocratique? Oui, effectivement, la 6e République, c'est un élément fondamental parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tout remonte au président et tout redescend du président. Donc il est dans une situation où le Parlement, nous, on est réduit à très peu de choses. Là, même l'exécutif, même le ministre, il n'est pas venu voir la commission de la défense depuis 1 an. Il est venu à certaines occasions pour parler strictement du budget, mais par contre, faire un point, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Au mois d'août, on a 3 soldats qui ont été tués, etc. Donc on est dans un système institutionnel où en fait les représentants du peuple ont très peu de marge de manœuvre. Ils ne sont pas, par exemple, habilités à plein de choses. Le secret défense nous est opposé dans plein de circonstances. Donc il y a un vrai besoin de donner une respiration démocratique à ce pays. Sur ces sujets qui sont fondamentaux, et en fait, tous décident, mais dans un cabinet avec un président de la République et quelques conseillers. On a aussi un Jean Dalbrut qui nous demande que dire de la position de Glucksmann. Alors la position de Glucksmann, elle est globalement alignée. Glucksmann, il a une tradition d'interventionnisme et d'alignement sur les positions américaines. Donc c'était le cas évidemment quand il est parti en Géorgie, il a défendu l'idée de l'invasion de l'Irak, etc. Donc il est dans une position assez néoconservatrice, où il considère que c'est la lutte des démocraties contre les dictatures, et donc à la fin c'est la lutte du bien contre le mal. Le problème c'est que quand on a une approche comme celle-là, lutte contre du bien contre le mal il faut l'anéantir. Donc c'est forcément une posture très jusqu'au-boutiste, et qui finit par dire non, il n'y aura pas de négociation, on peut pas. Mais s'il n'y a pas de négociation, c'est quoi la perspective ? Il faut être sérieux et conséquent. Est-ce qu'il faut que les Ukrainiens franchissent carrément la frontière, alors boutent les Russes hors d'Ukraine, pourquoi pas, mais qu'ensuite quoi ? Ils vont jusqu'à Moscou, ils vont s'assurer que Poutine ne reste pas le chef d'État de la Russie, etc. Ces perspectives-là, elles sont très très incertaines. Donc quand on nous oppose en général des considérations morales sur le fait que Poutine est méchant, mauvais, bien sûr, on a remarqué, les libertés sont suspendues, on soutient les opposants russes, on travaille à les faire venir en France quand ils ont besoin quand il faut les sauver, on l'a fait. C'est très important. Mais la solution, on ne peut pas être dans un manichéisme comme les Glucksmann, de dire non mais c'est le mal absolu, donc quoi ? On va attendre l'anéantissement de la Russie. C'est pas sérieux, quoi.